Madame, Monsieur, bonsoir. Cap aujourd'hui sur la commune de Limbourg pour mieux comprendre les enjeux repris dans la déclaration de politique générale et puis dans le programme stratégique transversal pour les années 2019-2024. Un programme qui comprend pas moins à Limbourg de 146 points pour un montant total de 21 800 000 euros. Rappelons qu'à Limbourg, la commune est dirigée par la formation La Limbourgeoise avec 11 sièges sur 17. Les autres sièges sont répartis équitablement par les groupes Limbourg Demain et Changeons Ensemble. Nos invités, je vous les présente. Alain de Rome tout d'abord, bonsoir. Oui, bonsoir. Conseiller communal pour la formation Changeons Ensemble. À vos côtés, Jonathan Chanteux, bonsoir. Bonsoir. Conseiller communal pour Limbourg Demain. Et à vos côtés, Valérie Desjardins, bourgmestre de la Limbourgeoise. Bonsoir. Je commence avec vous, Valérie Desjardins. Il y a donc ce document préparatoire, la déclaration de politique, suivie obligatoirement d'ailleurs par un programme stratégique transversal. Chez vous à Limbourg, comment avez-vous travaillé pour concevoir ces deux documents ? Donc, la déclaration de politique générale, évidemment, on repart du programme sur lequel on a été élu, puisque les citoyens ont voté pour nous et donc ont voté pour un programme qui doit être mis en œuvre durant les 6 années suivantes. Et puis alors le programme stratégique transversal, on repart évidemment de notre déclaration de politique générale et on affine les actions, on les affine selon 3 plans. Le temps, donc quand est-ce qu'on va faire quelle action sur la commune et qui est déterminé par 2 choses, les moyens humains et les moyens financiers. Donc on sait très bien qu'on ne peut pas faire tous les investissements la première année ni la dernière année. On sait bien qu'on a le personnel en interne qui pourra travailler sur tel projet la 2e année et pas la 4e. Donc le but c'est vraiment d'affiner le programme et la déclaration de politique générale en des actions réparties par thématique et qui sont chiffrées, datées et sur lesquelles on voit quels moyens humains on peut être mis en œuvre à ce niveau-là. Et nous, petite précision importante, c'est que là, le PST est passé au mois de septembre et donc on a pu aussi travailler sur base de la déclaration de politique générale et régionale et de la déclaration de politique communautaire pour voir si notre PST pouvait s'entendre, entre guillemets, avec ces déclarations de politique, puisque vous l'avez dit, 21 millions d'euros, c'est énorme. Si on ne peut pas aller chercher des subsides, on ne pourra pas le réaliser. Donc le but, évidemment, c'est de répondre aussi aux demandes de la région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en sachant, évidemment, qu'on a regardé, évidemment, le programme de nos partenaires. Vous êtes allé chercher des idées chez les autres pour concevoir ce PST. Comme je l'ai toujours dit, les programmes étaient relativement proches. Donc, à un moment donné, ça n'a pas été compliqué de regarder et d'essayer d'avoir une structure qui puisse plaire à l'ensemble des Limbourgeois. Une chose, vous avez une longueur d'avance aussi sur les autres communes. Ça vous a certainement aidé d'avoir été commune pilote pour concevoir ce PST, très clairement. Oui, je pense que ça nous a aidés parce qu'on avait une façon de procéder qui existait et donc on a été encadré à l'époque, donc on avait répondu à l'appel de projet du ministre Furlan pour pouvoir être commune pilote et je pense que c'est vraiment important dans une commune d'avoir ces projets sur le court, le moyen et aussi le long terme puisqu'on l'a vu en 2018, les projets vont plus loin que 2024, on va commencer des projets en 2024 et puis il faudra les terminer en 24, 25, 26, donc c'est vraiment important de savoir où l'on va, comment on y va, avec quels moyens et avec qui. Et puis, parallèlement à ça, on doit travailler aussi avec des structures supérieures à nous, que ce soit la région, la communauté française, mais également avec des intercommunales. Et donc, il faut que notre PST soit cohérent avec les plans stratégiques des intercommunales. Donc, il y a vraiment un travail de fond de l'administration qui est fait, qui est essentiel. Un travail du politique à côté, puisqu'il faut que le politique y adhère. Et après, il suffit de répartir les actions du plan stratégique par échevinat et chaque écheva devra avancer dans sa matière en fonction de On va le décortiquer un petit peu, par thématique, ce PST. Jonathan Chanteux, alors à la lecture de ces 2 documents, la réaction de votre formation, comment vous positionnez-vous au vu donc de ces 21 800 000 euros, notamment annoncés en 146 points pour cette mandature ? Donc la première chose à dire, c'est qu'il faut, je pense, rester cohérent par rapport aux choix qui sont posés. Nous avons relativement bien reçu ce programme stratégique transversal. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est la continuité de ce qui avait été entrepris entre 2012 et 2018, parce que beaucoup des projets que nous avait mis en place lors de la mandature précédente continuent à être poursuivis lors de cette nouvelle mandature, avec de nouveaux projets également, mais qui avaient été déjà discutés préalablement. On parle notamment de la cité administrative. Donc, très clairement, par rapport à ça, nous, on s'est montré favorable. On essaie de toute manière, au quotidien, d'être le plus constructif
possible. Donc par rapport à cela, vraiment, on s'inscrit dans une logique de continuité par rapport à ce qui était fait en 2012 et 2018. Faire le contraire aurait été malvenu, comme je dis, parce qu'on est évidemment derrière la plupart des projets, bien qu'il faut regarder de la manière dont ce sera réalisé sur le terrain. Pour pouvoir effectivement juger de la manière dont les choses seront réellement mises en place. Alors effectivement, il restait la problématique du financement. On va pas revenir sur tous les débats financiers qui ont été faits depuis le début de la mandature, mais on voit qu'on a quand même une augmentation fort importante au niveau des différentes charges réelles sur un an entre 2019 et 2018. Mais donc juste pour essayer d'un peu expliquer... On va en parler, hein. Finance, inévitablement, c'est un sujet qui revient souvent sur la table. Juste pour expliquer de manière très synthétique, à l'heure actuelle, la ville de Limbourg rembourse pour sa dette 676 000 € l'année. Ici, on nous parle d'un projet de 22 millions d'euros qui sera apuré évidemment en fonction des subsides que l'administration avec le politique iront chercher dans les différents cabinets. Mais juste pour vous donner, pour faire en sorte qu'on puisse se rendre compte, 22 millions d'euros, c'est 1 320 000 €, 1 320 000 € de charges annuelles complémentaires de remboursement, alors qu'à l'heure actuelle, nous remboursons 676 000. Ça veut dire qu'on ferait x3, voire x4. Donc le programme est trop ambitieux, si je vous suis bien. Mais de nouveau, il faut voir ce qu'on va pouvoir épurer par la recherche de subsides, ce qui sera fait et ce qui ne sera pas fait. Mais c'est clair que par rapport à la situation budgétaire actuelle de la ville, il va falloir de toute manière se poser les bonnes questions, parce qu'il n'est évidemment pas question de pouvoir surendetter la commune ici pendant les 6 prochaines années pour la mettre en péril pour le futur, mais je ne doute pas une seule seconde que la bourgmestre sera attentive. On va s'y intéresser. Alain de Rome, alors votre formation Changeons Ensemble, qu'en pense-t-elle de cette déclaration et de ce programme ? On a déjà dit beaucoup de choses ici, on a déjà dit beaucoup de choses sur quelques minutes. En fin de compte, il est effectif que les 146 points qui sont là au bout, c'est un mix en fait entre les trois programmes qui ont eu lieu. Donc on n'en parle au niveau d'une critique particulière, on n'a pas de critique particulière à faire, puisque tout le monde voit qu'effectivement, ce sont des choses qui doivent être faites. Bon, la seule petite remarque qu'on pourrait faire, c'est que 150 points, ou 146 points en réalité, c'est un peu aussi, quelque part, un constat de ce qui n'a pas été fait pendant les 20 ans précédentes. Il y a encore beaucoup à faire à Limbourg. Oui. C'est ambitieux, c'est trop ambitieux comme programme. Est-ce que vous suivez Jonathan Chanteux quand il dit que, OK, 22 millions, mais avec ça va peser sur les finances communales. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Tout à fait, mais c'est énorme. C'est un fait que 21 millions, alors qu'il y a à peine 2 millions qui sont prévus actuellement au niveau des subsides, il va vraiment falloir aller en chercher. Ça, on est bien d'accord là-dessus. À la recherche des subsides, c'est un peu l'enjeu de cette mandature. Tout à fait. Maintenant, ce sont toutes choses qui doivent absolument être faites à Limbourg. C'est évident que refaire les voiries, tout le monde sait que ça doit être fait. Revenir vers le commerce, ça doit être fait aussi, etc. Donc il y a des points extrêmement intéressants, mais qui étaient les mêmes et qui auraient été les mêmes si la majorité avait été composée différemment. Ça aurait été, à peu de choses près, la même chose. Alors, Valérie Desjardins, on entend ici, 146 points, ce n'est pas rien. Vous l'avez dit vous-même, 21 800 000 €, c'est énorme. Oui. Est-ce que ça va mettre en péril les finances communales ou pas ? Moi, je pense que ça fait 12 ans que je travaille sur Limbourg. Le but est évidemment de ne pas mettre en péril les finances communales. Jonathan l'a dit, on n'a pas augmenté de trop la charge de dette, la dernière législature. Et donc le but, c'est d'être de nouveau créatif pour faire ces projets. Mes deux collègues disent la même chose, qui sont indispensables pour Limbourg. Donc je crois qu'on doit se montrer ambitieux pour la commune. Donc pour faire ces 146 projets, comme on en a fait également le même nombre la précédente législature, donc on a investi énormément dans les bâtiments publics, dans les espaces publics, dans les routes de la précédente législature, sans trop toucher à la charge de dette. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on le fasse également ici. Et je pense aussi qu'on ne peut pas faire moins que ce qu'on a fait la dernière fois. Et l'ensemble de mon équipe y travaille. Donc au niveau financier, les Chefs des Finances prend ça à cœur et fait de nombreuses réunions et essaye d'être créatif pour trouver des rentrées autres que des subsides qui ne touchent pas trop les habitants. Les chefs des travaux travaillent aussi avec les chefs d'urbanisme, avec 2 conseillers sur des possibilités d'aménagement qui coûteraient moins cher à la commune. La présidente du CPS travaille également de son côté pour diminuer les dépenses de transfert. Donc je crois que l'ensemble de l'équipe est consciente qu'il y a un travail important à faire pour pouvoir réaliser ces 146 projets.
dont on s'accorde tous les trois qu'il faut faire pour la bourre. Et donc, on va travailler. Il va falloir aller chercher des subsides. Et on y travaille. Et moi, j'y crois. Mon équipe y croit. Je pense qu'il va falloir être créatif. Je l'ai dit tout à l'heure, nos projets rentrent totalement dans le cadre de la DPR, donc de la déclaration de politique régionale, et dans le cadre de la déclaration de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, on va monter les dossiers pour aller chercher les subsides. Il va falloir faire jouer les relais. Et chacune des formations politiques ici présentes en a. Oui, mais je suis assez positive et on s'accorde tous les trois sur le contenu. D'accord. Vous confirmez les 2 millions d'euros de subsides actuellement décrochés par Alain de Rome sur les 21 800 000 ? Oui, donc actuellement, effectivement, on a décroché sur la première année 2 millions de subsides, ce qui n'est quand même pas mal en un an. Et c'est vrai que pour faire l'ensemble des projets, nous, on compte sur 13 millions de subsides. Voilà sur quoi on compte. Maintenant, de nouveau, comme je l'ai dit, j'ai des nouveaux échevins, des échevins créatifs qui ont beaucoup d'idées. On sourit du côté de l'opposition. Oui. Jonathan Chanteux. Ah oui, non, mais admettons même qu'on puisse obtenir 13 millions d'euros de subsides. Ça reste quand même pas finançable sur l'entièreté. Je pense qu'il faut quand même rester un minimum réaliste. Mais de toute manière, ce qui est certain, c'est qu'il faudra, et on l'a fait depuis le début de la mandature, rester particulièrement vigilant à la manière dont on va chercher l'argent. Ici, on va quand même qu'à la bourre, on a une augmentation quand même de la taxation. On a des coupes qui se préparent dans certains services. C'est d'ailleurs mis noir sur blanc dans le PST, et notamment une première étape ici au niveau de la culture qui reste quand même, enfin moi qui me dérange particulièrement. La bourgmestre poche la tête tant qu'elle veut, c'est exactement ce qui est en train de se préparer. Donc voilà, nous on restera particulièrement attentifs. Comme je dis, notre rôle, moi je l'envisage d'une manière très précise. On sera d'abord une force de proposition, comme on le fait depuis le début de la mandature. On vient avec des propositions concrètes soumises au vote au niveau du conseil communal. On sera également une force de soutien, parce qu'il faut quand même reconnaître que depuis le début de la mandature, on soutient tous les projets sur lesquels on peut adhérer. Et puis alors, effectivement, on garde ce rôle de force de contrôle. Et évidemment, par rapport à tout ça et l'ensemble de ce qu'on va faire comme travail, souvent dans l'ombre au niveau de la commune de la Bourre, on va communiquer par rapport à cela. Donc, comme je le dis, force de proposition, force de soutien, mais également force de contrôle. Et donc, par rapport à la question du financement, j'entends qu'on va aller chercher 13 millions d'euros de subsides. J'attends de les voir avant de le croire. C'est ce qu'on espère. Et puis alors évidemment ensuite, ça, vous voir où les coupes vont être faites. Ouais, et là par rapport à ça, on serait évidemment très vigilant. Très attentif, j'entends bien, vous avez parlé de la culture, on va forcément aussi en parler. Alain de Rome, je pense qu'on ne touche pas aux 2 principales taxes dans l'état actuel des choses. J'entends qu'on augmente, on a majoré certaines taxes, etc. Votre analyse de la situation financière actuelle de la commune ? Mais la situation financière, elle est claire, et je pense que personne ne dit le contraire. Elle est très très juste. La bourgmestre a l'habitude de dire qu'on arrive à gérer le budget, mais on ne sait rien mettre de côté. Donc ça, je pense que tout le monde est bien d'accord là-dessus. Il n'y a pas une situation financière brillante à la commune. Et le problème aussi, je pense, dans ce PST ici, c'est qu'on ne voit pas vraiment un projet particulier qui pourrait faire changer cette situation financière. C'est-à-dire qu'il manque d'un projet phare Je pense que le projet phare qu'on est en train de nous présenter et qui visiblement va aller vers une nouvelle maison communale ne va pas nécessairement améliorer les finances de la commune. Donc il faut aller chercher des recettes, mais où alors ? Voilà, mais on ne trouve pas. Ici, dans la majorité, il faut quand même reconnaître qu'il y a 7 nouvelles personnes. Sur 11, il y a 7 nouvelles personnes. On attendait peut-être un peu d'eux aussi qui viennent avec quelque chose d'un petit peu particulier et pas rester vraiment dans l'indispensable. Ça manque un peu de... Ça manque un petit peu de... Un côté sexy de la déclaration, c'est ça, si j'entends bien. Un dossier... D'une piste de solutions pour essayer d'améliorer la situation financière de la Bourg. Pas seulement se contenter de ce qu'on avait, ou bien, comme vous venez de me poser la question, d'augmenter certaines taxes. Voilà, parce que... voilà, il y a des taxes. On va peu voir s'il n'y a pas un dossier qui pourrait... Une petite précision budgétaire quand même, parce qu'il me semble qu'elle est quand même fort importante. Entre le compte 2018, c'est-à-dire le dernier compte de la mandature 2012-2018, et le budget
actuel 2019, donc sur un an, les charges globales au budget ordinaire ont augmenté de 518 000 euros. On est passé de 7 680 000 euros de charges en 2018 à 8 198 000 euros de charges en 2019. Ce qui veut dire que ces 500 000 euros-là, ce sont 500 000 euros de moyens en moins que l'on a pour pouvoir investir, parce que évidemment l'investissement qui se fait à l'extraordinaire pèse en charge de dette sur l'ordinaire, et donc par rapport à ça, on est déjà relativement coincé par rapport à notre capacité d'emprunt pour réaliser l'ensemble des projets, les fameux 22 millions moins 13 millions qui resteraient si on va chercher 13 millions d'euros de subsides. Réponse de Valérie. Oui, Valérie donc Desjardins. quand il y a des dépenses, il y a évidemment des recettes. Donc si on va du côté des recettes, il y a une différence de 18 000 euros, ce qui n'est quand même pas catastrophique quand on voit l'augmentation notamment des dépenses de transfert. Donc je pense qu'aux chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Moi, je tiens ici à souligner le travail de mon équipe et des 7 nouveaux. Donc on travaille ensemble ici depuis un an, et des solutions, on en a trouvé. On travaille notamment au projet de la carrière boîte. Donc la carrière boîte, c'est une carrière qui est située sur notre commune, qui appartient au CPS, et on travaille à trouver une solution pour pouvoir remblayer cette carrière et donc effectivement faire rentrer de l'argent dans les caisses du CPS, et qui nous permettrait de diminuer la dotation que la commune donne au CPS. Donc ça, c'est un projet concret sur lequel j'ai 2 conseillers et 3 échevins, dont la présidente du CPS, qui travaillent. Donc c'est une piste nouvelle. On ne l'a pas explorée la dernière année, donc c'est une piste nouvelle. Parallèlement, il n'y a eu aucun contact lors de la dernière mandature sur ce dossier-là ? Il n'a pas abouti, Jonathan. Oui, il y a eu des contacts. Il y a eu des contacts. Il n'a pas abouti. Ici, non, je suis désolée. Ici, les échevins travaillent et ont des résultats, et je pense que ça va pouvoir être mis en œuvre assez vite. Donc, à un moment donné, je pense que M. Deschênes, qui travaillait auparavant, qui était sur votre liste, faisait un boulot remarquable par rapport à ce dossier-là, et c'est lui qui a commencé ce dossier-là. Juste pour lui rendre hommage. Moi, si je peux quand même dire quelque chose, on est en train de discuter ici par rapport au PST qu'on nous a proposé. Oui, mais on a pu lire quand même dans le PST qu'il y avait d'importants projets qui devaient être financés, et la question c'est est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Par exemple, la carrière boîte, n'y figure pas. N'y figure pas, on en a parlé au conseil communal. Oui, mais je suis d'accord, Valérie, on vient d'en parler, mais moi, on me pose la question par rapport au PST. Donc voilà, maintenant que vous trouviez des solutions d'ici là et sur d'autres sujets, ok, et il faudra ajouter ça à PST. Nous autres, on est ici pour discuter du PST. La deuxième chose aussi sur laquelle on travaille, et il y a des conseillers qui sont appliqués parce qu'ils connaissent la matière, et ils apprécient cette matière. On parlait de la nouvelle maison communale, il y a une chute d'eau sur le terrain, donc le but c'est d'utiliser cette chute d'eau pour produire l'énergie dont la maison communale a besoin. Donc, pour toutes les nouvelles technologies énergétiques, on y travaille avec 2 échevins, Luc Delay et Alain Schiltz, qui travaillent également, et Jacques Soupard, qui connaît relativement bien la matière, il travaille aussi. Donc, je pense que des pistes, on en a, et on y travaille. Laissez-nous 6 ans pour y aboutir, et on est à l'écoute de vos solutions aussi. Jonathan, tu as été échevin des finances pendant 6 ans. Alain vient de le dire, et je suis contente d'être jointe. La situation en 2012 et en 2018 est similaire budgétairement. Donc ici, c'est un nouvel échevin qui arrive en place, qui communique peut-être effectivement moins bien que toi, mais qui fait du travail de terrain. Donc laissez-lui sa chance et laissez-le travailler. C'est quelqu'un qui est dans... On le laisse travailler, on nous pose une question, on répond simplement à la question. Je dis juste que... où l'échevin avoue lui-même qui est en stage pendant 3 ans, c'est sa responsabilité à lui. Mais par contre, pour répondre à la question, et si on nous demande des pistes de solutions, il est clair qu'il y en a une principale pour la fameuse cité administrative. Premièrement, on a dit, il y a probablement avoir moyen d'aller chercher probablement des fonds européens pour le financement de ces sites administratifs, mais aussi il y a évidemment tout le volet parallèle au fait de dire qu'à partir du moment donné où on va regrouper l'ensemble des services communaux dans un seul et même bâtiment, ça veut dire que tous les autres bâtiments, on va pouvoir les vendre. Donc ça, par rapport à cette capacité à réaliser les biens... Donc là, vous soutenez ce... À 100%. Je pense que l'administration communale, à l'heure actuelle, n'est absolument plus du tout aux normes. On peut être encore dedans. C'est un demi-miracle, on va appeler les choses comme elles le sont. Et donc, le déménagement va devoir avoir lieu le plus rapidement possible. Et surtout, c'est un besoin réel pour faire en sorte que nos services communaux puissent continuer à travailler de manière optimale. Je veux dire, l'administration communale de la Bourg, ou même son CPS, il est resté ancré dans, à part quelques travaux qu'on a fait lors de la dernière mandature, il est resté ancré dans le siècle dernier. Je voudrais même dire dans le millénaire dernier. Donc, c'est clairement... On a besoin d'investissement à ce niveau-là. C'est un projet important. C'est 4 millions d'euros, je pense, qui sont inscrits dans le PST. Ça, c'est bien inscrit, Alain Deron. J'ai pu vérifier. Première estimation budgétaire, ça restera évidemment affiné. On a un terrain qui est en cours de dépollution, sur lequel il va falloir faire pas mal de choses. D'ailleurs, cette piste-là n'est pas spécialement la piste qui sera arrêtée de manière définitive. Ça doit encore pouvoir être expertisé. Mais c'est minimum en 4 millions. Pour moi, à mon avis, ça va coûter plus cher que cela. Mais bon, on va pouvoir probablement aller chercher
des subsides. Voilà une autre piste. Pour ce bâtiment-là et la vente des bâtiments actuels. Donc oui, ce projet est à mon sens finançable et ultra important pour la ville. Vous approuvez, Alain de Rome, cette nouvelle maison communale ? Il y a beaucoup de préalables. Il y a beaucoup de préalables à cette maison communale. Pour le moment, ça paraît plutôt une obsession. Une obsession de l'ancienne majorité. On l'entend très bien ici. Voilà. Mais nous n'avons pas vraiment de projet. Il y a quand même des préalables avant de pouvoir dire si on veut bien marcher ou si on ne veut pas marcher avec. Un des préalables, évidemment, c'est que la maison communale, ça ne doit pas être simplement un bâtiment qu'on va mettre au milieu d'un parking ou au milieu de quelque chose. Il faut un projet global qu'on n'a encore jamais vu. Il ne faut pas non plus abandonner les anciens bâtiments et dire maintenant on prend notre ordi, on va se mettre de l'autre côté. Il faut rester logique avec ce qu'on veut. Donc dans tout le PST, on dit maintenant ce qu'on veut, c'est que les habitants fassent des économies d'énergie, fassent ceci, etc. Il faut évidemment leur laisser après des bâtiments aux normes, et pas nécessairement. Donc, bâtiments que j'entends qui pourraient être vendus. Qui pourraient peut-être être vendus, mais à condition qu'il y ait des travaux qui soient faits dedans avant de les vendre. Et tout ça doit être un projet global. Les 4 millions, c'est peut-être simplement pour aller mettre un bâtiment, mais ça, nous, on n'est pas d'accord de mettre simplement un bâtiment au milieu. Alors on va voir effectivement ce qu'on entend par ces 4 millions. Voilà. Valérie Desjardins, ça c'est un projet important. Ça, 4 millions oui. sur les 21 800 000, c'est pas rien. C'est un projet important et essentiel. Et M. de Rome vient de le dire, on demande aux citoyens d'investir dans de l'isolation, dans du double voire triple vitrage. Et nous, on travaille dans une administration qui ne correspond pas à ces nouvelles normes. Donc à un moment donné, je pense que si on veut inciter le citoyen à améliorer son cadre de vie, à améliorer les dépenses énergétiques, etc., je pense à un moment donné qu'on doit être l'exemple. Et donc, le projet global, il est là. On a un périmètre de rénovation urbaine qui a été approuvé, avec dans ce périmètre plusieurs fiches, dont la fiche qui est l'élaboration d'un parking à droite du site Houck, pour lequel, je le rappelle, on a les subsides, tant pour dépolluer le sol que pour la maison irait là, sur le site Houck. Oui. Pour ça, je rappelle donc qu'on a les subsides pour dépolluer le sol et pour faire le parking. Donc, le côté droit de la rue, c'est réglé. Et puis, de l'autre côté, une synergie entre le CPS, la police et l'administration communale. Je pense à l'heure où, justement, la région wallonne demande de travailler avec des synergies et où les moyens des communes sont de plus en plus faibles. Et donc, c'est quelque chose d'important. Et puis, dans ce périmètre de rénovation urbaine, effectivement, il y a la rénovation des anciens bâtiments administratifs en logement. Alors voilà, là, il y a plusieurs formules. Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on fait du logement et les loyers, avec des loyers qui reviendront à l'ordinaire dans le budget communal? Est-ce qu'on travaille avec un privé de façon indépendante? Ou est-ce que le projet est global? C'est-à-dire, est-ce que les logements sont liés à la construction administrative. Donc il y a 3 pistes qui sont étudiées pour l'instant. Le projet existe, c'est la rénovation urbaine. Et évidemment, le but, c'est pas de laisser des chancres dans les bâtiments qu'on va laisser sur le côté, c'est de reconstruire de là la ville de demain et continuer à améliorer la convivialité et la beauté du lieu. Alain de Rome, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est certainement l'une des priorités aussi. Il y a la maison communale, on l'entend, 4 millions, mais c'est la réfection des voiries. Là, il y a vraiment urgence à Limbourg de réfectionner ces voiries un peu d'est en ouest et du nord au sud. Hein. C'est vrai qu'il y a du travail. Oui, je pense que je ne suis pas le seul à le penser et à le dire d'ailleurs. Et tout le monde le sait, il y a des voiries qui sont vraiment dans des états assez déplorables. Le problème aussi, c'est que ça prend énormément de temps quand on ferait les voiries et le commerce souffre. Je pense qu'il souffre énormément justement du fait qu'on est obligé de refaire des voiries en profondeur et que ces voiries en profondeur, les travaux durent très longtemps. Donc, oui, il faut absolument refaire des voiries, mais il faut aussi réfléchir à la manière dont on les fait, de manière à essayer d'impacter le moins possible le commerce local, parce que le commerce local, depuis quelques années, il souffre. Et ça, n'importe qui peut le dire. Je pense qu'on ne peut pas me démentir ici en disant que le fait d'avoir travaillé pendant 2 ans sur le tiers de Limbourg, il y a des commerces de Dolac qui ne voient plus les Limbourgeois, parce que pendant les 2 ans, ils ont été autre part et ils ne reviennent plus. Alors, sachant qu'il y aura encore des travaux, on l'entend et on peut le lire dans ce PST, votre manière de procéder idéale, quelle serait-elle ? Bien entendu, la manière de procéder, c'est d'abord d'essayer de raccourcir au maximum les délais de travaux. Maintenant, il y a des travaux du SPW, il y a des travaux de la commune, il y a des travaux avec des impétrants. Donc je suppose que ça, il faut absolument que tout ça soit très coordonné et ne pas démolir une voirie pendant qu'on est en train d'en refaire une autre, quoi.
Voilà, maintenant, c'est ceux qui sont au levier qui doivent faire ça. Hein. On va voir comment ils vont procéder. Jonathan Chanteux, réflexion des voiries, on est d'accord? On est d'accord sur le fond. De toute manière, quoi qu'il arrive, la durée de vie d'une route n'est pas exponentielle. Je veux dire, à partir du moment donné, il va falloir... On a un plan de réhabilitation des routes. Il faut pouvoir réussir à la tenir. Et c'est sûr que ce dont, à mon sens, il faut faire le plus important, c'est d'éviter la multiplication des chantiers en même temps. Donc par rapport à ça, il est très important qu'on puisse avoir sur le futur justement une planification qui soit bonne. Ce que normalement devrait pouvoir apporter le PST, mais c'est clair que pendant les travaux, on ne sait pas faire d'omelette sans casser des œufs, comme on dit, on a des problématiques d'accès au commerce. C'est vrai que le problème, c'est que sur la Bourre, on a tendance à faire en sorte que nos travaux durent particulièrement longtemps. On se rappelle du tiers de la Bourre, on a eu le tiers de Villers qui a duré un an, enfin quelques mois quand même. Qui est rouvert là. Qui est presque rouvert, hein, techniquement, il reste 2-3 petites choses à terminer. Donc oui, c'est clair que les chantiers des voiries sera un chantier important pendant les prochaines années et que de toute manière, de manière globale, les routes ne sont pas éternelles et donc ce sera un éternel recommencement. D'où il faut faire super attention de pouvoir avoir des chantiers qui soient finis et qui soient réceptionnés de manière durable et permanente. On vient d'avoir malheureusement la une d'un quotidien local qui vient de pointer une fissure qui a découplé complètement le béton au niveau de la place de Léon d'Andrimont, alors que ça fait 4 mois qu'elle a été inaugurée. Donc voilà, de manière globale, moi j'insiste vraiment sur le fait qu'on fasse attention à ne pas avoir de multiplication de chantiers en même temps et surtout qu'on puisse travailler de manière durable avec des matériaux qui puissent tenir la route dans le temps et pas 4 mois. Valérie Desjardins, par rapport à ça. Oui, et donc je voudrais quand même saluer le travail des échevins des travaux successifs, Jacques Lamotte, Michel Bolzan et maintenant de Luc Delay, parce que c'est vraiment une matière très très compliquée. Et donc on s'est rendu compte effectivement dans le cours de la législature précédente qu'on avait un problème de planification. Donc ça, je pense qu'on l'a amélioré avec le tir de Villers. Le chantier a duré 1 an alors qu'il était prévu un peu plus long. On a communiqué mieux aussi avec les riverains. On a réussi à laisser passer la circulation locale. Donc je pense que les choses s'améliorent. Mais pour moi, il y a 2 choses assez importantes. On l'a dit, les routes sont en très mauvais état. On a quand même quelques routes qui sont en bon état. Donc avec les chevals des travaux, avec les chevals d'urbanisme et avec Grégory Schmitt, qui est conseiller communal, on a établi un planning. Malheureusement, sur 40 ans, c'est la réalité. Il faudra 40 ans pour que toutes les routes sur la commune soient en bon état. Et il faut être honnête avec les gens. Mais on doit travailler de 2 façons. Travailler évidemment sur les routes qui sont vraiment en mauvais état, sur lesquelles on ne peut plus passer, on ne peut plus rouler. C'est le cas notamment de Villers, et ça commence à être le cas à Évremont. Donc là, il faut travailler sur ces routes-là. Mais parallèlement à ça, il faut éviter que d'autres routes deviennent dans cet état-là. Donc il faut aussi travailler à des réflexions sur les routes qui sont encore plus ou moins en bon état. Et la deuxième chose que je pense assez importante, on a parlé des chantiers, il y a la mobilité durant les chantiers et il y a la mobilité après. Donc maintenant, les chantiers de voirie, on ne peut plus se contenter de refaire uniquement la route. On doit aussi penser à la mobilité douce, on doit penser au stationnement parce que c'est quelque chose qui pose aussi problème dans le centre de Delin et dans les villages. Donc voilà, c'est des chantiers des dossiers qui doivent débuter maintenant pour se dérouler, se concrétiser dans l'ensemble de la législature. Et là, je pense qu'on a pris conscience des erreurs qu'on avait fait la dernière législature. On essaye d'améliorer la communication, on essaye de faire des réunions d'information aux riverains, avant le projet, pendant le projet, début du chantier, pendant le chantier, à la fin du chantier. On essaye que ça nuise le moins possible. Donc là, je trouve, par rapport aux 6 dernières années, qu'on s'est amélioré grâce notamment au travail des différents échevins. Très rapidement, tir de Villers, je pensais qu'il était rouvert, mais ce n'est pas le cas. C'est pour quand ? Il est rouvert, il reste la signalétique à terminer. Donc, c'est une affaire de jour. C'est une affaire de jour et donc on maintient uniquement en circulation locale pour que les ouvriers puissent travailler en toute sécurité. La fissure découverte sur la place Léon d'Andrimont. Donc là, les chevaux ont eu réunion mercredi et donc ils sont en train d'analyser les choses. En tout cas, ce n'est nullement de la faute de la commune et des différents échevins qui ont suivi le chantier. Et donc ils sont en train de voir quelles solutions apporter pour évidemment, la route est quand même garantie. Donc actuellement, c'est dans le camp de l'entrepreneur et de l'auteur de projet. Et différentes solutions ont été évoquées en réunion. On en parle demain au collège. Qui dit voirie dit forcément mobilité. En termes de mobilité à Limbourg, il y a souvent eu une cohabitation pas évidente entre voitures et camions. Et je fais peut-être référence ici, et c'est repris, je pense, dans le PST, cette fameuse liaison du Garnstock dont on parle depuis de nombreuses années. Où en est-elle aujourd'hui ? Parce qu'elle pourrait solutionner la problématique dans pas mal de villages autour de la commune. Donc, l'année passée, on s'était mis d'accord sur une clé de répartition entre communes sur le montant restant qui n'était pas subsidié par la région wallonne. Et donc ici, on doit se revoir entre communes parce que la SPI nous demande d'approuver
trouver cette répartition en sachant qu'elle ne sera pas fixe, que ce sera au prorata au niveau du coût du chantier. Donc au niveau de certains bourgmestres, on a peur de s'avancer et de se retrouver avec 100 000 € à la place de 45 000 € ou de 30 000 €. Donc il faut qu'on voit ça. Et alors chaque bourgmestre concerné a pris contact avec les cabinets de la nouvelle majorité. Donc moi je suis allée au cabinet d'Élodie Roupeau la semaine passée et chaque bourgmestre fait pareil pour essayer de trouver une solution parce que cette route doit se faire. Elle doit se faire. Elle doit se faire et c'est pas uniquement un problème de la bourg. Il faut relier le plateau de Herf à la vallée de la Vestre. Il faut relier l'autoroute à la N61 et je pense que c'était quelque chose qui aurait dû se faire au moment de la création du zoning qui n'a pas été fait. Je ne sais pas pourquoi et je pense qu'on était au cas des trois là à l'époque, mais ça doit se faire dans l'intérêt des commerçants de la vallée, mais aussi du plateau. On ne peut pas couper ainsi deux axes importants et je pense que ce sera fait. Eupen, Balen et Welkenrath sont du même avis que moi. On est tous d'accord. Restera quand même, là, j'entends bien, le discours de la bourgmestre restera quand même la problématique des entreprises locales. Moi, j'entends bien qu'on va ouvrir, qu'on va essayer de terminer le Gartenstock à 100% derrière. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ça va régler tous les problèmes ? Je dis, est-ce que la carrière Orvemat va véritablement passer par là quand elle doit aller livrer Verviers ? Est-ce que le moulin à serre qui doit aller livrer une botte de paille à Bilstein va aller par le Gartenstock ou va pouvoir repasser par le Tiers de Villers ? Donc toutes ces questions-là restent ouvertes. On parle bien de la circulation locale. Donc on soit bien d'accord, on a toujours été contre le charroi de transit. Pour nous, il est logique qu'un 40 tonnes qui viennent de chez Corman, qui la font prendre l'autoroute, passe par le Gartenstock et passe par le national. Pas de souci par rapport à ça. Dans la question, on parlait d'ouvrir éventuellement une carrière. Remblai, par où est-ce que ce Remblai va passer ? Dans les villages. On se rappelle que les entreprises locales étaient un peu montées au créneau à l'époque. Donc on était montés au créneau. Voilà. Donc, ce que je veux vraiment dire, c'est qu'on doit avoir deux réflexions. La première, c'est le charroi de transit n'a strictement rien à faire dans les petits villages. Quand vous sortez de chez vous, vous êtes dans le village de Goé, vous sortez de l'école, que ce soit à Goé, que ce soit à Bilstein, ou soit même à Dolay, Vremont ou Labour, peu importe, à 40 tonnes qui passent sur une route, c'est un danger. Ça, il faut pouvoir éradiquer. Moi, ce que je veux qu'on puisse garder quand même en tête, c'est que nous avons des commerces locaux. Pour certains qui fonctionnent encore très bien. Et donc par rapport à ça, par rapport à ces gens-là, il faut trouver des solutions qui soient viables financièrement et qui puissent permettre à leur entreprise de subsister et de surtout rester sur la commune. Non, Jonathan, tu te contredis. Le charroi de transit, si Orvemat passe par Goé et Vremont, il est en transit s'il va sur Verviers. Et toi, tu parles de défendre les commerçants dont tu as cité en VMAT. Si tu me dis que tu es pour va sur Évremont, si tu veux, on va sur Goé, ou de toute manière, prends un autre exemple, prends le moulin SR qui doit aller livrer une botte de paille à Bilstein. Si tu estimes que quand on va de Dolin à Bilstein pour aller livrer de Dolin à Bilstein, on doit passer par Eupen. C'est pas ce que je dis. Tu interprètes de nouveau les propos. Là, je dois dire que tu rebondis sur le point qu'on a mis à l'ordre du jour, évidemment, la fois passée. Qu'est-ce qui a été dit alors ? Je vous en prie, Anna de Rome, oui, pour Changeons Ensemble, effectivement. C'est un sujet qui passionne. Et qui fait débat. Oui, écoutez, depuis qu'on a fermé Bilstein, on était venu avec une proposition, nous autres, de permettre au moins la circulation locale. Pour les poids lourds, évidemment. Maintenant, depuis toute cette époque-là, ceux qui sont au Tiers de Villers actuellement ne peuvent normalement pas être livrés par des camions de plus de 5 tonnes, ni par au-dessus, ni par au-dessous. Parce qu'on n'est jamais passé à la circulation locale. Là, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils doivent le faire avec des petits camions. Maintenant, à cette époque-là, d'ailleurs, la bourgmestre, quand on a voté, le jour où on a voté, la bourgmestre s'était engagée pour son groupe à revoir éventuellement la situation dès que le Tiers de Villers serait... Voilà. Donc, nous avons remis un peu à l'ordre du jour ici 2 fois du Conseil. Et la bourgmestre nous a répondu qu'elle prenait les contacts nécessaires pour savoir si c'était possible ou pas possible. Comme Jonathan vient de le dire, c'est vrai que des transporteurs de Dolin qui doivent aller à Bilstein et qui doivent faire tout le tour, avec en plus maintenant leur machine qui leur dit qu'ils viennent de traverser l'autoroute et qu'ils doivent payer 15 centimes, c'est pas évident du tout pour le commerce chez nous. C'était clairement uniquement mon propos. Je ne voudrais pas qu'on les déforme non plus. Donc j'ai dit pour les commerçants locaux, il faut qu'on puisse trouver une solution et il faut qu'ils restent au cœur de la réflexion et ils ne l'ont pas été pendant de nombreuses années. Oui. On clôture, Valérie Desjardins, quelque chose à ajouter par rapport à ça ? Oui, le Gartenstock, c'est bien, mais ça ne va pas tout solutionner. Non, ça ne va pas tout solutionner. Et moi, pour clôturer, je pense que mes collègues sont d'accord avec moi, c'est une réflexion qu'on doit avoir au niveau supracommunal.
Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné à Bilstad? C'est que toutes les communes ont fermé leurs routes et puis tout le Charrois passait par Bilstad. Donc à un moment donné, la mobilité, ça doit se voir au niveau supracommunal. Je suppose que ça, vous en discutez en conférence des bourgmestres, Bien par entendu, exemple. mais je pense qu'avant, ce n'était pas le cas. Et la mobilité douce, c'est la même chose. Dans le PST, on a la Vesdrienne. On a reçu pour la Vesdrienne, entre Peu-Pasteur et Labour, 4 millions d'euros. Le montant global est estimé à 40 millions. Ça n'a aucun sens de faire le tronçon Labour uniquement et de ne pas permettre aux gens de pouvoir aller jusque Verviers, Chaufontaine et inversement dans l'autre sens. Donc je pense à un moment donné que, vu que les communes ont de plus en plus difficile, et mon groupe travaille de la sorte dans les différents échevinats et dans les différentes commissions intercommunales où il siège, le but c'est de travailler entre communes pour pouvoir apporter des dossiers corrects à la région et défendre ensemble ces dossiers, quelle que soit la couleur politique. Et je pense, cette mouvance trouve écho de plus en plus auprès de mes collègues et des collèges voisins. Si je peux me permettre très rapidement rapporter une autre dernière réflexion, il faut faire très attention aussi de ne pas imposer les labourgeois avec les labourgeois. C'est-à-dire que quand on ferme d'un côté, par définition, le Charrois passe par autre part. Donc quand on a des Charrois qui passaient avant par Bilstad, on a fait en sorte que ce ne soit plus le cas, c'est très bien, Charrois de transit. Si ce Charrois passe après maintenant par Goé, devant l'école de Goé par exemple, et puis par Évremont, c'est un véritable problème aussi. Donc faisons très attention de ne pas opposer les labourgeois avec les labourgeois. C'est ce qui s'est passé peut-être dans le passé. C'est ce qui s'est passé dans le passé. Sous-entendu. Autre thématique importante reprise dans ce PSC, convivialité et bien-être social. Je fais référence à votre conseil communal de ce lundi qui a été visiblement un petit peu chahuté quand même, puisqu'un malaise est palpable au service des travaux. Je me tourne vers vous, Valérie Desjardins. D'ailleurs, c'est repris dans le PST. Devait engager un gestionnaire des ressources humaines, c'est repris également dans ce PST. Quel est l'état de la situation pour le moment au sein de ce service des travaux? Est-ce qu'effectivement il y a un problème? Si oui, quel est-il et comment le solutionner? Donc, ce que je voudrais tout d'abord dire, c'est qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien au service des travaux. Et j'ai cité d'ailleurs, je pense lundi, où M. Delay l'a cité, actuellement ils sont en train d'inhumer au cimetière de Bilstad. C'est un travail très très compliqué et les ouvriers qui sont sur place le font extrêmement bien. Donc il y a des choses qui se passent bien au service des travaux comme au sein de l'administration. Ce dont on s'est rendu compte la dernière législature, c'est qu'effectivement, tant au sein de l'administration, mais c'est peut-être moins palpable actuellement, qu'au sein des services des travaux, il manque des procédures. Il manque des procédures pour tout, où les procédures qui existent ne sont peut-être pas respectées par tous. Donc ça crée évidemment un profond sentiment d'injustice chez les ouvriers et ça crée aussi un malaise. Donc le but, à l'aide d'une étude psychosociale qui a été faite à la fin de la dernière législature, c'est de mettre en place ces procédures pour essayer qu'un sentiment de justice y règne un peu plus. Maintenant, je pense que le service des travaux de Labour n'est pas plus à pointer du doigt que celui de la commune voisine. C'est des choses qui existent dans différents services, mais c'est vrai qu'il y a un manque de structure. Et donc, M. Delay aimerait bien mettre une structure en place. Et donc, on a mis en place une fonction de directeur RH qui va s'occuper, dans un premier temps, des procédures à mettre au service des travaux, puisqu'on a une enquête psychosociale qui nous dit qu'il y a ce manque aux travaux, et puis qui travaillera avec le directeur général au niveau de l'administration, et puis il y a la bibliothèque, il y a les écoles. Donc le but à la fin de législature, c'est d'avoir vraiment... C'est d'apaiser un petit peu le climat. D'apaiser le climat et d'avoir des procédures, des choses claires pour tout le monde. Et je pense que la clarté est quelque chose d'important. Quand on sait ce qu'on doit faire, comment on doit faire, avec qui on doit le faire, dans quel délai, ça permet évidemment d'éviter certains petits conflits qui pourraient subvenir. Oui, on est d'accord. Comment analyse-t-on la situation? Nous, on est côté de l'opposition. On est reparti, et je me permets de le citer parce que le directeur général l'a expliqué en séance publique, donc je me permets de relater ses propos. Il a dit, mot pour mot, il y a une défiance tant envers le management administratif que politique. Donc ça, c'est le fameux constat qui a été dressé par la fameuse étude bien-être. Alors pourquoi est-ce qu'on est revenu sur ce point-là au dernier conseil communal? C'est parce qu'on a eu vent d'une augmentation du climat délétère au niveau du service des travaux de la ville de Labour, et que donc nous avions demandé pour remettre une nouvelle étude psychosociale à l'ordre du jour, de manière à pouvoir voir comment la situation avait évolué au cours des 2 dernières années, parce que, comme je le disais, il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué négativement. Je tiens quand même à redire ce que la bourgmestre a dit. Effectivement, on a pas mal de services qui ne fonctionnent pas mal du tout à Labour. Moi, je pense notamment au service de déneigement qui, je pense, est reconnu dans l'ensemble de l'arrondissement de Verviers comme étant un des meilleurs de cet arrondissement. Donc, on a un bel outil. On a refait des ateliers pour les ouvriers. C'était un gros chantier de la mandature précédente. Il faut maintenant pouvoir faire en sorte qu'au niveau du management, ça fonctionne. Et comme je le dis et je le répète, je ne vais pas aller trop dans les détails et étant
donné que beaucoup de choses doivent se passer au huis clos et Bien pour, sûr. pour que ça se passe bien, il faut que ça le reste. Mais le rapport signifiait très clairement une défiance tant au niveau du personnel et du management administratif que du management politique. D'où la demande de procédure qui D'où vient la d'être demande de mise sur la procédure table. qui émanait de notre groupe. Et alors ce que nous, on demande évidemment, c'est qu'on puisse aller mettre là sur place une personne qui puisse être relativement neutre et au niveau, et qui puisse apporter un regard nouveau. Alors la demande qui a été faite, c'était effectivement de prendre quelqu'un qui venait de l'extérieur. On a été rejoint d'ailleurs en commission par des membres même de la Labour bourgeoise. L'option qui finalement a été retenue n'a pas été celle-là. Après, je pense que on n'est pas ici pour faire le débat, mais donc je pense que c'est important, voilà, d'objectiver au maximum les choses et pour faire en sorte que cette défiance tant envers le management administratif que politique puisse être résorbée. Et je répète, je peux vraiment en parler en toute quiétude parce que c'est le directeur général de la ville de la Bourg lui-même qui a lu ce passage en conseil. On a bien compris. Alain de Rome, pour Changeons Ensemble, sur la situation, besoin de management et de procédure. C'est certain, c'est certain. Moi, ça fait presque 20 ans que je suis dans la politique. Ça fait quand même très longtemps que j'entends parler de problèmes au niveau des ouvriers communaux, surtout. Et que rien n'a jamais été définitivement réglé. Donc ça, je pense que ça peut se faire. Maintenant, effectivement, il faut que ça reste quelque chose de très administratif et de vrai management, et que la politique n'ait rien à y voir. Voilà, maintenant, le choix des personnes qui ont été faites, il est discutable ou pas discutable. C'est le futur qui nous dira si le choix des personnes, ça a été un bon choix ou pas. Mais je peux comprendre que le groupe Labour Demain s'inquiétait par rapport à ce choix politique des personnes. C'est un chantier en cours, en tout cas. C'est un chantier en cours. Et vraiment, on a intérêt à ce que ça se passe bien, parce que c'est clairement dans l'intérêt de la ville de Limbourg qu'on parvienne à trouver des solutions au niveau du service des travaux. Parce que comme je le disais, on a un bel outil, on a des personnes qui veulent faire avancer les choses dans le bon sens. Maintenant, il faut pouvoir faire en sorte que la musique puisse rouler sans aucun souci et mettre tout le monde sur le même chemin. Je lis également sur cette thématique, oui, Valérie Desjardins. Monsieur Yvan, c'est que j'ai totalement confiance en mon échelle des travaux, qui est par ailleurs chef d'entreprise, et donc je pense que la politique et que la personne qui est à la tête du service des travaux peut apporter aussi quelque chose au niveau de la gestion de ce service. Donc à un moment donné, on ne peut pas séparer et politique et administratif. Je pense qu'on doit travailler politique et administratif dans la main pour faire avancer les choses. Et moi, je crois sincèrement qu'à la fin de la législature, ce service tournera à plein rendement. Et c'est quelque chose dont je serais fière, puisqu'on l'a dit, c'est pas partout comme ça non plus. Tout à fait, mais le directeur des ressources humaines, c'est le directeur général et ça doit rester comme cela. Je lis sur cette thématique, il y a un budget participatif. C'est un petit peu dans l'air du temps, mais je vois qu'un budget participatif est prévu pour 2022. Oui. Que comptez-vous en faire ? Donc il y a deux choses. Donc M. Soupard et M. Bolma vont s'occuper à l'heure de ce dossier-là. Donc ils sont en train de prendre contact avec différentes communes et notamment avec SPA qui a mis quelque chose en place. Et parallèlement à ça, je pense avoir dit en introduction, la particularité de la Bourg, c'est d'avoir le centre urbain avec un plan de rénovation urbaine, et on est en train de lancer un plan communal de développement rural où la participation citoyenne est quelque chose d'important. Donc le but, c'est d'avoir les échevins qui avancent sur la thématique pour proposer quelque chose de concret. Et parallèlement à ça, dans le cadre du plan communal de développement rural, c'est de voir comment amener les citoyens à participer dans ces projets. Donc c'est mis effectivement en 2022 parce qu'on veut faire quelque chose de cohérent, quelque chose qui puisse aboutir, parce qu'on le sait tous les trois, le temps politique est un temps très long, donc attirer les citoyens, ce n'est pas toujours facile, mais en plus ils doivent attendre 3 ans avant d'avoir leur projet qui se réalise, ça ne sert à rien non plus. Donc on est en train de construire pour pouvoir travailler avec les citoyens, en sachant qu'on n'a pas attendu à la Bourg les projets participatifs pour travailler avec eux, puisque au moins 2 ou 3 fois par mois, on fait des réunions citoyennes où on adapte les projets en fonction des demandes des citoyens, quand c'est possible, évidemment. Oui, encore faut-il, Alain de Rome, que les citoyens se montrent intéressés. Il va falloir faire un petit travail de marketing là, auprès de la population. Tout à fait. Mais maintenant, ce budget participatif, c'était des points principaux de notre programme. Donc on ne peut faire qu'une chose, c'est dire très 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 bien d'avoir repris au moins ce point
citoyen-là. Il faut le faire vivre. Qui est très important. Maintenant, il faut le faire vivre. Et il faut le faire vivre. Et on demande évidemment des citoyens maintenant de participer à toute une série de réunions, de ceci, de ça. Il y a le PCDR, et il y a le plan de rénovation urbaine, il y a ceci. Et on remarque quand même effectivement qu'il n'y a pas vraiment tellement de personnes qui sont intéressées par la chose politique. Je pense qu'il n'y a pas qu'à Limbourg qu'on le remarque et qu'on retrouve souvent les mêmes personnes avec les mêmes idées. Donc ce serait quand même très important d'arriver à ce que les citoyens s'investissent un petit peu dans ce genre de choses. Et nous avons quand même un certain nombre de doutes par rapport à toute une série de points qui sont proposés ici dans le PST, parce que finalement on tourne tout le temps vers le citoyen, vers le citoyen, vers le citoyen. Valérie vient de le dire, nous avons maintenant fait le constat qu'il y avait un échec par rapport à cette communication, et nous allons la modifier. Nous autres, on attend de voir. On attend de voir, évidemment. On parle, par exemple, d'une plateforme où les citoyens pourraient être au courant et intervenir par rapport aux dossiers en cours, etc. Franchement, on a énormément de doutes par rapport à ça. Quand on voit... On se tourne trop vers le citoyen. Non, c'est pas qu'on se tourne trop. C'est qu'il répond déjà pas souvent, et que d'un autre côté, encore faut-il l'écouter. Parce que quand on voit parfois à certains conseils communaux que la majorité nous répond « Écoutez, nous, c'est la majorité, vous êtes l'opposition, c'est nous qui décidons », j'ai des doutes quand un citoyen va venir sur la plateforme, la fameuse plateforme, dire « Moi, je voudrais bien que ce projet-là, on le change ». J'ai quand même un certain nombre de doutes par rapport à ça. C'est très bien, ça s'écrit, ça peut se lire. Mais est-ce que ça va se faire et est-ce que ce sera réalisable dans la pratique? J'ai quand même beaucoup de doutes. Vous partagez les mêmes réserves, Jonathan Chanteux? Non, pas entièrement. Oui. Je pense que de toute manière, le budget participatif était inscrit à l'ordre du jour des 3 programmes politiques, et que vous l'avez très bien dit, c'est dans l'air du temps. Maintenant, il faudra voir dans quelle mesure on va pouvoir mettre ça en place, et surtout avec quels moyens. Donc ce qui sera très intéressant, c'est de voir quelles seront les marges qui seront dégagées. C'est l'horizon 2022, j'entends bien, donc je pense qu'il serait un peu utopique de dire aujourd'hui on va mettre autant de moyens en 2022. Il faut voir comment la situation financière de la commune va évoluer d'ici là, et puis avec quels moyens, comment est-ce qu'on va communiquer, parce que là clairement la ville de Limbourg est connue pour sa déficience en termes de communication, et l'ensemble des groupes politiques en est bien conscient et va faire en sorte qu'on puisse améliorer cela. D'ailleurs avec des propositions qui émanent de l'ensemble des groupes. Budget participatif, comme je le disais, très bien. On verra en 2022 avec qui va réellement rentrer, s'inscrire dans cette logique. Moi, je suis relativement confiant, parce que je pense que quand on donne des moyens aux gens en leur disant non seulement vous pouvez venir, mais en plus vous aurez un budget et c'est vous qui choisirez in fine les projets, je pense qu'on a le petit atout complémentaire par rapport à ce qui se passait avant, par rapport à ça. Mais maintenant, rappelons qu'effectivement, ce n'était pas des budgets participatifs par le passé, mais on a mis en place toute une série de commissions, de consultations de personnes, que ce soit les aînés, que ce soit pour les riverains, que ce soit pour le plan de développement urbain ou toute une série de projets. Je pense que la logique passée reste de mise à l'heure actuelle, avec ces petits atouts supplémentaires de dire ok, en plus de ça, vous aurez un budget spécifique pour vos projets. Et là-dessus, on est sur une nouvelle dimension, et c'est quelque chose de fortement intéressant, je pense, parce que clairement, nous sommes, entre guillemets, les élus du peuple, mais c'est pas pour ça que ce peuple n'a plus d'idées. Jonathan Chanteux, vous l'avez dit d'entrée de jeu dans ce débat, et il est peut-être bon de l'éclaircir. Vous avez pointé la majorité, et vous faites référence ici au Conseil communal de lundi aussi. Le débat aussi permet de revenir sur des faits d'actualité. C'est une espèce de coup de gueule que vous avez lancé concernant des moyens qui seraient moindres pour la culture en 2020 à Limbourg. On entend bien qu'il faut éclaircir ce problème-là. Que vouliez-vous dire ? On va accorder moins d'argent pour la culture à Limbourg. Point d'interrogation. De manière très claire. À l'heure actuelle, ce sont des perspectives budgétaires. Donc nous avons vu les chefs de la culture au Cursal, qui nous a expliqué les mesures qu'ils comptaient prendre au niveau de la culture. Je n'ai aucune idée, pour être tout à fait franc, parce que je n'ai pas encore le budget, on n'a pas encore reçu le budget, de savoir si ça va s'arrêter au Cursal, ou bien si les mesures vont s'étendre à la culture de manière globale. Mais ce qui est certain, c'est qu'à l'heure actuelle, la personne qui travaillait en temps plein au Cursal ne travaillera plus qu'en 2/5 au niveau du Cursal et en 3/5 au niveau de la commune, et qui a 7 500 € de moyens en moins de subvention. Donc c'est 30% quand même de la dotation en moins, 60% du personnel. Alors je sens qu'on va jouer sur les chiffres en disant oui, mais les ouvriers vont venir aider, etc. De manière
purement technique et si on regarde le schéma de la culture, on se retrouve complètement lésé au Cursal. Je peux en parler vraiment aisément. J'ai été ancien président, je suis toujours à l'heure actuelle dans le conseil d'administration pareil, de manière à pouvoir aider au maximum. J'ai encore repris la trésorerie dernièrement, la programmation dernièrement, donc on essaye vraiment de faire évoluer cette salle. Et alors effectivement, quand on discute, il y a une différence entre le discours devant les caméras qu'on va tenir encore dans 5 minutes probablement de la bourgmestre et le discours... Pas dans 5 minutes, parce que je ne laisserai pas parler 5 minutes. Et le discours qu'on a en off, où effectivement, on est bien conscient que ça va générer des problèmes, on est bien conscient que ça n'ira pas. On espère juste que la ville pourra assumer dans ces cas-là. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, la situation au Cursal financière n'est quand même pas exceptionnelle et que j'ai des véritables craintes pour l'année prochaine. J'ai lu la presse comme vous, où moi, effectivement, j'ai comparé la politique actuelle menée à Limbourg comme la politique que mène, exactement la même politique que mène la NVA à l'heure actuelle en Flandre. Je suis désolé, c'est peut-être dur, mais c'est la réalité. En tout cas, c'est la réalité des chiffres. Mais bon, j'ai entendu les chevals qui répondaient à M. Soupard, qui répondait on ne me laissera pas dans la merde. Sous-entendu, il va avoir des soucis, on est bien conscient, on espère que la ville va nous aider. J'espère juste que la culture restera une priorité quand même à l'eau, parce que c'est super important de pouvoir développer... On va voir ce qu'en pense la majorité. On va vous répondre, forcément. Vous partagez cette inquiétude pour Changeons Ensemble, Alain de Rome? Ah mais bien sûr, parce que les chiffres, ils sont les chiffres, et on les reconnaît comme tout le monde. Donc là, on sait très bien qu'ils cherchent une solution. Ils ont un petit peu peur des points APE, si ça va être maintenu ou pas maintenu. Et donc, évidemment, je peux comprendre que la majorité a des petits problèmes, puisqu'on ne sait pas vers où on va. La région, on fait des projets, puis les projets ne passent pas. Mais on sait qu'il y aura certainement quelque chose qui va se passer avec les points APE. Et on peut comprendre que les personnes qui sont engagées sous ce régime cherchent des solutions pour devenir définitifs, parce qu'ils approchent aussi d'un certain âge, et que donc, il faut leur trouver des solutions. Maintenant, effectivement, est-ce que c'est dans la culture qu'il faut aller les chercher? Au niveau du sport, on va refaire des choses, mais au niveau du Hall Omnisport, on fait la même chose. On tranche aussi dans les budgets du Hall Omnisport. Et le Hall Omnisport, pas plus tard que la semaine passée, on s'est rendu compte que le revêtement est en très mauvais état maintenant et qu'il faudra, dans les années futures, ce n'est pas prévu dans le PST, mais dans les années futures, il va falloir s'occuper sérieusement de ça aussi, même si on s'est occupé des lettres, etc. Donc je ne dis pas qu'on n'avance pas, mais on sac aussi dans ce genre de budget, quoi. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'on prend quelqu'un de la culture pour l'amener au niveau de la commune qu'on ne peut pas replacer cette personne au niveau de la commune, au niveau de la culture. On va écouter Valérie Desjardins par rapport à ça. Oui, tout d'abord, dans la culture. Tout d'abord, la culture, c'est beaucoup plus large que le Cursal. Bien le Cursal, il y a la bibliothèque, il y a des expositions à l'Arvo, il y a des activités qui sont faites pour les aînés, pour les jeunes. Donc quand tu nous compares à la NVA, je pense que la NVA, justement, coupe dans tout ce qui est petites ASBL, etc. Le Cursal est une petite ASBL. Pas sur la commune, c'est une grosse... Enfin, je t'ai laissé parler, donc laisse-moi terminer, s'il te plaît. Donc, je pense que le but, c'est d'essayer justement de maintenir un niveau de culture, mais diversifié sur la commune. Alors, on dit qu'on coupe, moi je dirais le contraire. On récupère ce que le Cursal nous a appris depuis un certain nombre d'années. En 2012, les choix des finances, qui était aussi président du Cursal, a augmenté de 2 500 € à 5 000 € l'article budgétaire pour la gratuité des Doléapiates, qui est toujours en œuvre actuellement. Les Doléapiates ne sont plus gratuites depuis 2014. On parlait de la personne qui gérait le Cursal. Chaque année, par rapport aux subsides que l'on donnait pour cette personne-là, il revenait dans la caisse du Cursal 5 000 € qu'on ne rétribuait pas à la commune qui était en difficulté. Absolument. Donc ça fait... N'importe non, quoi. c'est pas n'importe quoi, Jonathan. C'est pas n'importe quoi. J'ai un échec qui a analysé poste par poste. Les Doléapiates, tu n'as pas 5 000 € pour les Doléapiates gratuites? On avait commencé pour justement agrandir le festival, ça n'avait rien à voir avec la gratuité, tu le sais bien. Et pour rappel quand même, la salle était à 2 doigts de fermer en 2012 et on a fait énormément d'efforts en fonds propres qui auraient dû être compensés par la commune. Alors venir maintenant réécrire l'histoire, c'est du révisionnisme sur l'histoire du Cursal depuis 6 ans. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. On va laisser terminer Valérie Desjardins si vous le voulez bien. De toute façon, on arrive au terme du débat, je vous laisse manipuler les gens. Non, Jonathan, n'inverse pas les rôles. N'inverse pas les rôles, s'il te plaît. Non, franchement, n'inverse pas les rôles parce que tu as sauvé pendant 6 ans et puis maintenant... Valérie Desjardins, je vous laisse compter. Tu étais à la culture avant, juste pour rappel. Mais oui, mais là, ça a tourné avec Raymond Stabel, elle tournait très bien, elle a continué à tourner très bien. En 2012, on n'a pas eu de rapport de pompiers qui disait qu'on devait fermer.
Et t'as fait quoi? Eh ben, on a travaillé. T'as fait quoi? Jonathan Chantal, je vous demande de laisser terminer Valérie Desjardins pour poursuivre la logique qu'on a toujours bien comprise. Qu'est-ce qui a investi et qu'est-ce qui a suivi les travaux? C'est Jacques Lamotte, c'est certainement pas à toi. Coupe sombre ou pas, finalement, dans la culture? Non, il n'y a pas de coupe dans la culture. Effectivement, on diminue le budget comme on va diminuer le budget dans d'autres choses. Mais comme les chevals a dit en conseil communal, on va essayer. Si on diminue le budget au niveau jeunesse, au niveau enseignement, au niveau sport, on doit essayer de diminuer ailleurs. Mais il n'y a pas de coupe. Et je suis quelqu'un qui défend la culture et qui travaille depuis le début de ma carrière pour la culture. Et je tiens quand même à préciser que l'ECHFA a mis en œuvre le plan de fermeture cette année, qui est promis par l'ancien ECHFA depuis 6 ans. Donc, à un moment donné, on investit. Il faudrait peut-être spécifier quand tu dis le plan de fermeture, parce que les gens, vous pariquez pas. C'est parce que donc, plan de fermeture, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Au Cursal, maintenant, pour laisse rentrer... une salle à 2 doigts de fermer et puis on dit... Au Cursal, pour rentrer, maintenant, on devra avoir un badge, donc tout le monde ne pourra plus rentrer ni sortir du Cursal. Donc c'est quand même des investissements. Tout comme au hall, on a investi pour remplacer les luminaires par des LED. Donc moi, j'ai confiance en Jacques Soupart. Effectivement, s'il l'a dit, on ne laissera pas dans la merde parce que la culture pour le groupe La Bourgeoise est extrêmement important. Maintenant, on a varié les formes de culture et on aide aussi les associations culturelles, notamment en reprêtant du matériel qui est interne au Cursal, qui ne se faisait plus par avant. Donc, le je ne débat suis n'est pas pas d'accord clos, avec on ça. l'entend, il passionne en tout cas Limbourg et ça ne sera certainement pas fini. Merci en tout cas à vous toutes et tous d'avoir participé à ce débat. Il aurait pu encore, vous avez compris, se prolonger davantage. On en reparlera à travers notre journal quotidien. Une excellente soirée à toutes et tous et à très bientôt.